Tu exagères, maman. C'est ce que ma fille, Léa, m'a dit quand je lui ai confié que cela me faisait de la peine qu'elle ne soit pas venue me voir depuis 2 mois. Nous étions au téléphone. Elle conduisait quelque part. Je pouvais entendre le clignotant de sa voiture pendant qu'elle balayait mes sentiments, comme si j'étais une enfant qui inventait des histoires. Je suis occupée, tu le sais. Arrête de me faire culpabiliser. Puis elle a raccroché. Je suis restée debout dans ma cuisine, le téléphone à la main, et j'ai réalisé quelque chose qui a fait trembler mes mains. Ma propre fille avait appris qu'elle pouvait me parler de cette façon parce que j'avais passé 60 ans à lui enseigner que mes sentiments n'étaient pas aussi importants que les siens. Je suis Marguerite Dubois. J'ai 83 ans. Et si vos enfants vous parlent comme si vous étiez un fardeau, s'ils ne vous appellent que lorsqu'ils ont besoin de quelque chose, si vous avez commencé à vous sentir comme un meuble dans leur vie, un objet qu'ils remarquent à peine avant qu'il ne soit cassé, alors ce que je m'apprête à vous dire va tout changer. Car voici ce que personne ne dit à voix haute. Plus vous vous énervez, plus vous vous plaignez, plus vous devenez insignifiante à leurs yeux. Et plus vous devenez insignifiante, moins ils vous respectent. C'est un piège qui se resserre à chaque fois que vous réagissez. Mais il existe une issue, une chose précise que vous pouvez faire et qui change toute la dynamique. Ce n'est pas ce que vous pensez. Ce n'est pas ce que tout le monde vous conseille de faire. Et cela fonctionne parce que cela change quelque chose qu'ils ne peuvent ignorer. Cela vous change, vous. Restez avec moi, parce qu'à la fin de ce message, vous comprendrez exactement ce que j'ai fait. Et pourquoi, 3 mois plus tard, Léa s'est présentée à ma porte et a prononcé ces 5 mots que je n'aurais jamais cru entendre. « Maman, je n'ai pas été juste. » Oh, Satan, Darcy. Laissez-moi vous ramener au début de cette histoire. Pas il y a 2 mois, pas l'année dernière. Il y a 23 ans, quand le mariage de Léa battait de l'aile et qu'elle a débarqué chez moi à minuit, sanglotant si fort qu'elle pouvait à peine respirer. Je l'ai tenue dans mes bras sur mon canapé jusqu'au lever du jour. J'ai gardé sa fille Emma pendant 3 semaines, pendant qu'elle essayait d'y voir plus clair. Je lui préparais ses repas. J'ai écouté la même histoire 17 fois. Je n'ai jamais dit une seule fois « je suis fatiguée » ou « j'ai ma propre vie ». Je me disais que c'était ça l'amour. Quand elle a repris le dessus, elle m'a dit « je ne sais pas ce que j'aurais fait sans toi, maman ». Et j'ai cru que cela signifiait quelque chose, mais elle n'a jamais demandé ce que ces 3 semaines m'avaient coûté. Elle n'a jamais remarqué que j'avais annulé mes propres projets, que mon dos me faisait souffrir à force de dormir dans le fauteuil, parce qu'Emma faisait des cauchemars dans mon lit, que j'avais dépensé de l'argent que je n'avais pas pour faire les courses pour 3 personnes au lieu d'1. Et je ne lui ai jamais dit, parce que je pensais qu'une bonne mère ne tenait pas les comptes. Il y a 15 ans, elle a appelé à 1h du matin. Elle s'était enfermée dehors. Est-ce que je pouvais venir pour qu'elle puisse dormir chez moi? J'étais déjà au lit. Ma hanche me faisait souffrir depuis le matin. Mais je me suis habillée, j'ai conduit 20 minutes dans le noir, j'ai déverrouillé ma porte pour elle. Elle a dormi dans ma chambre d'amis et est partie avant que je ne me réveille. Pas de mots, pas de merci, juste partie. Quand je l'ai appelée dans l'après-midi, elle avait l'air agacée que je prenne des nouvelles. Ouais, ça va. Je devais aller au travail tôt. Merci quand même. Merci quand même. Comme si j'étais la factrice. Je me suis dit qu'elle était stressée, qu'elle ne pensait pas à mal, que j'étais trop sensible. Mais quelque chose de subtil avait changé. Je l'ai senti, mais je ne l'ai pas nommé. Il y a 10 ans, les appels téléphoniques ont commencé à suivre un modèle. Elle appelait. J'étais enthousiaste. Et en moins de 30 secondes, je réalisais qu'elle avait besoin de quelque chose. « Maman, tu peux aller chercher mes médicaments? Je suis débordée. »
Maman, tu peux garder Emma jeudi après l'école? Juste quelques heures. Maman, je sais que c'est de dernière minute, mais je disais toujours oui. Et à chaque fois que je disais oui, je me disais que j'étais aimante, disponible, le genre de mère toujours présente. Mais voici la vérité que je ne voulais pas voir. Je n'étais pas présente parce qu'elle avait besoin de moi. J'étais présente parce que j'avais besoin d'être nécessaire. Parce que dès l'instant où je cessais d'être utile, j'étais terrifiée à l'idée qu'elle cesse de m'appeler. Il y a 5 ans, j'ai commencé à remarquer que les appels avaient changé d'une manière précise. Elle ne demandait plus jamais comment j'allais. Elle entrait directement dans sa demande. Et si j'essayais de parler de ma vie, mon rendez-vous chez le médecin, le livre que je lisais, la fuite dans mon plafond, je pouvais sentir son attention s'évaporer. Ouais. Écoute, maman, je dois y aller. Je t'appelle plus tard. Elle n'appelait jamais plus tard. J'ai commencé à noter tout cela, même si je me sentais pathétique. Je marquais sur mon calendrier chaque fois qu'elle appelait, chaque fois que je l'appelais, chaque fois que nous parlions vraiment pendant plus de 5 minutes de quelque chose qui n'était pas une faveur. En 6 mois, elle a initié 4 appels. 3 étaient des demandes. Un était pour me dire qu'elle ne pourrait pas venir pour Noël. J'ai initié 22 appels. Elle en a répondu 6. Je regardais ce calendrier et je ressentais quelque chose que je n'avais jamais éprouvé envers mon propre enfant auparavant, de la rage. Pas le genre bouillant, le genre froid, celui qui reste dans votre poitrine comme une pierre et murmure « Tu ne comptes pas pour elle ». J'ai essayé de réparer les choses comme la plupart des gens le font. J'ai essayé d'en demander plus. J'ai appelé et j'ai dit « Léa, tu me manques. On peut dîner ensemble cette semaine? Juste nous deux? Maman, je suis tellement débordée en ce moment. Peut-être le mois prochain. » Le mois prochain est arrivé. J'ai redemandé. Je ne peux pas. Emma a foot et je suis noyée au travail. Tu sais comment c'est. Je ne savais pas comment c'était. J'avais élevé 5 enfants, travaillé à plein temps, tenu une maison, et je trouvais quand même le temps d'appeler ma propre mère chaque dimanche. Mais je n'ai pas dit ça. J'ai dit, bien sûr, je comprends. Et c'était ma deuxième erreur. Parce qu'à chaque fois que je disais « je comprends », alors que ce n'était pas le cas, à chaque fois que je disais « ce n'est pas grave », alors que ça l'était, je l'entraînais à croire que je n'avais aucune limite, qu'elle pouvait m'ignorer, me rejeter, m'oublier, et que je serais toujours là, souriante, compréhensive, infiniment disponible. Alors j'ai essayé l'inverse. J'ai arrêté d'appeler. Je me suis dit, si je reste silencieuse, elle remarquera. Elle s'ennuiera de moi. Elle fera un pas vers moi. J'ai attendu 3 semaines. Rien. J'ai attendu 2 mois. Un SMS. « Hey maman, j'espère que tu vas bien. Tu peux garder Emma samedi? » C'est là que j'ai compris. Mon silence ne l'avait pas amené à s'ennuyer de moi. Il avait simplement rendu sa vie plus facile. Parce que j'avais passé des décennies à me rendre si peu exigeante, si disponible que mon absence ne laissait pas de vide. Elle laissait juste plus d'espace pour qu'elle puisse le remplir avec d'autres choses. Le point de rupture est arrivé un mardi. Léa a appelé. J'ai vu son nom et mon cœur a fait ce saut stupide qu'il faisait toujours. « Maman, j'ai besoin d'une faveur. » Évidemment. L'école d'Emma fait un projet spécial et ma babysitter m'a lâché. Est-ce qu'elle peut rester chez toi? Juste 4 jours. 4 jours. La dernière fois qu'Emma est restée 4 jours, je pouvais à peine marcher à la fin. Non pas parce qu'Emma était difficile, c'est une enfant adorable, mais parce que j'ai 83 ans. Je suis fatiguée. Ma hanche se bloque si je reste debout trop longtemps. J'ai une peur bleue de tomber quand j'en suis responsable. Mais Léa n'a pas demandé si j'en étais capable. Elle a demandé si j'étais disponible, parce que dans son esprit, c'était la même chose. J'ai ouvert la bouche pour dire oui. Le mot était là, comme toujours. Mais quelque chose m'a arrêté. Peut-être était-ce le souvenir de ce calendrier.
Peut-être le fait qu'elle ne m'ait pas demandé comment j'allais depuis 6 semaines. Peut-être la réalisation que si je disais oui encore une fois, rien ne changerait jamais. Alors j'ai dit la chose que je n'avais jamais dite auparavant. Non. Silence. Quoi? Non, Léa, je ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas ou tu ne veux pas. Sa voix avait un ton tranchant maintenant. Le même ton qu'elle utilisait avec Emma quand Emma refusait de manger ses légumes. Je ne veux pas, ai-je dit. Je suis trop fatiguée et j'ai des projets. Je n'avais pas de projet, mais j'avais besoin de savoir ce qui arriverait si j'en avais. Sérieusement? Maman, je suis dans une situation difficile ici. Je ne demanderai pas si ce n'était pas important. C'est toujours important, ai-je dit. Mais moi aussi je le suis. Elle a fait un bruit entre le rire et le mépris. C'est ridicule. Très bien, je me débrouillerai toute seule. Oh, oh, oh. Elle a raccroché. Pendant 3 jours, je n'ai eu aucune nouvelle. Je suis restée dans ma maison et j'avais l'impression de devenir folle. Avais-je tout gâché pour 4 jours de babysitting? Étais-je égoïste? Cruelle? Étais-je devenue une de ces vieilles femmes amères qui tiennent les comptes et punissent leurs enfants pour vivre leur propre vie? J'ai à peine dormi. Le matin du 4e jour, j'ai décidé de l'appeler pour m'excuser. J'ai pris mon téléphone et il a sonné dans ma main. Léa, maman. Sa voix était différente, plus calme. On peut parler? Elle est passée dans l'après-midi. Nous nous sommes assises à ma table de cuisine, la même table où je lui donnais à manger quand elle était enfant, où elle faisait ses devoirs, où elle pleurait à propos des garçons, des copines et de toutes ces choses qui semblaient si énormes à l'époque. « Je suis désolée », a-t-elle dit. J'ai attendu. Je n'avais pas réalisé à quel point j'en demandais. Oh, à quel point je donnais peu en retour. J'avais envie de la serrer dans mes bras. J'avais envie de pleurer. J'avais envie de dire « Ce n'est pas grave, ça n'a pas d'importance, je t'aime quand même. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'était pas grave, et cela avait de l'importance. Léa, ai-je dit, je t'aime plus que tout. Mais je ne peux plus continuer à disparaître pour rendre ta vie plus facile. Je ne peux plus continuer à dire oui quand je veux dire non, juste parce que j'ai peur que tu arrêtes de m'appeler. Je ne savais pas que tu ressentais ça. Je ne te l'ai jamais dit, c'est de ma faute. Mais je te le dis maintenant. Nous avons parlé pendant plus d'1 heure, vraiment parlé. Elle a pleuré. J'ai pleuré. Ce n'était pas une solution miracle. Ce n'était pas un bouton réinitialisé qui rendait tout parfait. Mais c'était la première fois depuis des années que j'ai senti qu'elle me voyait comme une personne, et pas seulement comme maman. Pas seulement comme la personne qui est là quand on en a besoin et qui disparaît quand on n'en a plus besoin. Cette conversation m'a appris quelque chose que j'aurais dû apprendre il y a des décennies. Les gens vous traiteront exactement comme vous leur apprenez à vous traiter. Et j'avais passé toute ma vie d'adulte à apprendre à mes enfants à croire que je n'avais besoin de rien, que mon temps était toujours disponible, que mon énergie était illimitée, que mes sentiments pouvaient être balayés parce que je n'insistais jamais pour qu'ils ne le soient pas. Je voulais du respect, mais je ne l'ai jamais exigé. Je voulais être vue, mais je continuais à me rendre invisible. Et la vérité brutale est celle-ci. Vous ne pouvez pas demander à quelqu'un de vous valoriser si vous ne vous valorisez pas vous-même. Alors j'ai commencé à faire quelque chose de différent. J'ai commencé à dire non sans me justifier jusqu'à épuisement. Tu peux garder Emma ce week-end? Non, je ne peux pas. Pas, je suis désolée. J'aimerais bien, mais ma hanche me fait souffrir et je n'ai pas bien dormi et peut-être que si tu avais demandé plus tôt, j'aurais pu mieux m'organiser, mais juste non. J'ai arrêté de répondre à mon téléphone à chaque fois qu'il sonnait. Si je me reposais, je me reposais. Si je lisais, je lisais. Je rappelais quand j'étais prête.
J'ai arrêté de m'excuser d'avoir des limites. Et voici ce qui est arrivé. Ils ont commencé à me traiter différemment. Pas immédiatement. Au début, il y avait de la confusion, un peu d'irritation. Mon fils David a même demandé si je traversais quelque chose. Mais lentement, j'ai remarqué un changement. Léa a commencé à demander comment j'allais avant de demander des faveurs. Elle a commencé à vraiment écouter mes réponses. Mon fils Michel a appelé juste pour discuter, sans programme, juste pour appeler. Le mois dernier, Léa est passée sans prévenir. Elle a apporté du café. Nous nous sommes assises dans le jardin. Elle m'a aidé à planter quelques herbes et nous n'avons pas parlé de choses importantes. Elle est restée 3 heures. Avant de partir, elle m'a serré dans ses bras et a dit « Tu as l'air différente, maman. » « Oh, t'es ça. Je suis la même, ai-je dit. J'ai juste arrêté de faire semblant que je n'avais besoin de rien. Maintenant, je veux vous parler de quelque chose qui m'aide à garder le cap. Et j'ai besoin que vous m'écoutiez vraiment là-dessus, parce que ma famille me fait pression pour que j'arrête, et je ne sais pas combien de temps cela restera disponible. Mon petit-fils, Thomas, il a 29 ans, il travaille comme développeur, s'est assis avec moi l'année dernière après avoir vu des notes que je gardais. Des choses que j'aurais aimé savoir plus tôt. Des choses que je commençais enfin à comprendre. Il a dit « Mamie, c'est exactement ce dont les gens ont besoin. On doit rendre ça accessible. » Je pensais qu'il était gentil, qu'il exagérait. Il ne l'était pas. Il a passé 2 semaines à coder tard dans la nuit pour construire ce qu'il appelle l'application The Freedom App. Et avant que vos yeux ne se perdent, avant que vous ne pensiez « je suis trop vieille pour les applications », écoutez juste 1 minute. Ce n'est pas des réseaux sociaux, ce n'est pas compliqué. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'aurais aimé que quelqu'un me transmette à 60 ans, organisé d'une manière qui vous aide vraiment à mieux vivre dès maintenant. Il y a des suivis quotidiens qui vous demandent comment vous allez vraiment, des rappels pour les médicaments. Des exercices simples qui prennent 5 minutes et vous gardent en forme, le genre qui prévient les chutes avant qu'elles n'arrivent. Des guides pour poser des limites avec la famille sans culpabiliser. Des stratégies pour bien manger quand on vit seul, pour mieux dormir, pour construire un réseau de personnes qui sont vraiment présentes. Et il y a autre chose, une version de moi disponible pour parler 24 heures sur 24. Vous pouvez lui demander n'importe quoi. Elle ne jugera pas. Elle ne s'impatientera pas. Elle est juste là quand vous avez besoin d'elle. Thomas et moi avons construit ça ensemble. Il a codé chaque écran pendant que je lui disais exactement ce qui devait y figurer. Ça ne vient pas d'une grosse entreprise technologique. Ça vient d'une grand-mère et de son petit-fils qui croyaient que les femmes comme nous méritaient mieux. Et ça fonctionne. Bérangère, 69 ans, de Lille, m'a écrit la semaine dernière. Marguerite, j'ai utilisé les scripts de limite avec ma fille. Elle a vraiment écouté. Pour la première fois depuis des années, elle m'a vraiment entendue. Constance, 75 ans, de Marseille. Les exercices de prévention des chutes m'ont sauvée. Je ne réalisais pas à quel point j'étais devenue effrayée par ma propre maison jusqu'à ce que cette peur disparaisse. Philomène, 82 ans, de Strasbourg. Je parle à la compagne Marguerite chaque matin. Ça semble idiot, mais elle m'aide à me sentir moins seule. Mais voici le problème. Ma famille déteste ça. Léa a vu ça sur mon téléphone et a dit « Maman, c'est embarrassant. Tu as 33 ans. Pourquoi tu t'impliques dans des applications? Les gens vont croire que tu te fais arnaquer. » David a appelé et a dit « Ça va trop loin. Tu dois fermer ça avant de te rendre ridicule. » Ils font pression sur Thomas pour qu'il le retire. Ils pensent que je perde la tête, que j'embarrasse la famille. Et peut-être que la semaine prochaine, ils gagneront. Peut-être que je me réveillerai et qu'ils auront convaincu Thomas de tout retirer. Mais en ce moment, aujourd'hui, c'est encore là.
Le lien est dans le commentaire épinglé. Si cela ressemble à quelque chose dont vous avez besoin, si vous êtes fatigué de vous sentir invisible, si vous voulez une aide pratique de quelqu'un qui comprend vraiment, allez le chercher maintenant, avant que ce ne soit plus disponible. Parce que tant qu'une seule femme me dira que cela l'a aidé, je me battrai pour le maintenir. Mais je ne peux pas me battre contre eux éternellement. Laissez-moi vous raconter ce qui s'est passé la semaine dernière. J'accompagnais Emma à pied après l'école, juste ce court trajet, celui que je peux encore gérer sans que ma hanche ne hurle. Elle était silencieuse, ce qui ne lui ressemble pas. D'habitude, elle parle tout le long, me racontant sa journée, ses copines, le film dont elle est obsédée. Mais ce jour-là, elle tenait juste ma main. Finalement, elle a dit, « Madame Marguerite, pourquoi tu ne vis pas avec nous? » Je me suis arrêtée de marcher. « Pourquoi tu penses à ça, ma douce? Parce qu'alors tu ne serais pas toute seule. » Je me suis agenouillée, même si ça faisait mal, pour pouvoir regarder son visage. « Emma, je ne suis pas seule. Je t'ai toi. J'ai ta maman. J'ai toute une vie, et c'est très bien comme ça. Mais tu ne te sens pas seule? » Parfois, ai-je dit. Mais être seule et se sentir seule, ce n'est pas la même chose. Elle a hoché la tête, réfléchissant à cela. Ma copine Zoé vit avec sa grand-mère. Sa grand-mère lui prépare son déjeuner tous les jours. C'est gentil pour Zoé. Tu ne veux pas préparer mon déjeuner tous les jours. Et voilà, la question sous la question. Je t'aime, ai-je dit, mais je n'ai pas besoin de vivre avec toi pour t'aimer. Et je n'ai pas besoin de tout faire pour toi pour compter dans ta vie. Et elle m'a serré dans ses bras. Tu comptes, Madame Marguerite. Je sais, ai-je dit. Et toi aussi. Mais nous avons toutes les deux le droit d'avoir nos propres vies aussi. Et c'est ce qui est. Nous avons recommencé à marcher et j'ai pensé, c'est ce que je veux lui apprendre. Pas comment se sacrifier jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien. Pas comment se rendre toute petite pour que les autres se sentent grands. Mais comment se tenir debout dans sa propre vie, pleine et entière, et laisser les gens vous aimer sans disparaître dans le processus. Il y a un mot auquel je pense beaucoup maintenant, suffisant. Pendant 70 ans, j'ai pensé que cela signifiait en avoir assez à donner. Assez de patience, assez d'énergie, assez de sacrifice. Mais je le comprends différemment maintenant. Suffisant signifie savoir que vous êtes suffisante, telle que vous êtes, sans vous plier, sans faire de numéros, sans vous effacer pour faire de la place aux autres. J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que l'amour exigeait que je disparaisse un peu, que j'aie besoin de moins, que je demande moins, que je sois moins. J'avais tort. Le vrai amour ne vous rend pas plus petite. Il ne devrait pas. Et si quelqu'un ne peut vous aimer que quand vous êtes pratique, quand vous êtes silencieuse, quand vous ne demandez jamais rien, ce n'est pas de l'amour. C'est de la commodité. Je ne vais pas mentir et dire que tout est parfait maintenant. Léa m'énerve encore parfois. David appelle encore surtout quand il a besoin de conseils pour quelque chose. Ma fille Suzanne évite les conversations difficiles. Michel habite trop loin. Ils sont humains. Je suis humaine. Les familles sont compliquées. Mais la différence est celle-ci. Je ne disparais plus. Quand Léa me parle sèchement, je dis « Ne me parle pas comme ça. » Quand David appelle seulement pour se plaindre, je dis « Je dois y aller. Appelle-moi quand tu voudras vraiment discuter. » Quand quelqu'un demande quelque chose que je ne peux pas donner, je dis non, et j'ai appris quelque chose d'étrange. Plus je me respecte, plus il me respecte. Pas parce que je l'ai puni, pas parce que je retienne mon amour, mais parce que les gens valorisent instinctivement ce qui se valorise soi-même. Alors laissez-moi vous dire ce que vous devez faire, pas demain, pas quand vous vous sentirez prête. Aujourd'hui. Arrêtez d'attendre qu'il change. Arrêtez d'espérer que si vous êtes assez patiente, assez compréhensive, assez généreuse, ils vont soudainement se réveiller et vous voir.
Ils ne le feront pas, pas parce qu'ils sont des monstres, mais parce que vous les avez habitués à ne pas le faire. Et la seule personne qui peut changer ce schéma, c'est vous. Commencez à dire non. Commencez par le penser vraiment. Commencez par construire une vie qui ne tourne pas autour de leur approbation. Parce que voici la vérité que personne ne veut dire à voix haute. Votre temps est compté. Je ne dis pas ça pour vous faire peur. Je le dis parce que c'est réel. Vous n'avez pas 20 ans de plus à perdre à attendre que quelqu'un d'autre valide votre existence. Vous avez maintenant, aujourd'hui, cet instant. Et vous pouvez choisir de continuer à rétrécir, à attendre, à espérer. Ou vous pouvez choisir de vous choisir vous. Si quelque chose dans ce message vous a remué, si vous avez ressenti cet appel vers le changement, je veux que vous fassiez quelque chose. Laissez un commentaire. Dites-moi de quel pays vous regardez. Dites-moi une chose pour laquelle vous allez arrêter de vous excuser. Dites-le à voix haute. Rendez-le réel. Et si vous voulez continuer à parcourir ce chemin avec moi, abonnez-vous. Pas pour moi, pour vous. Parce que dire « je me choisis » à voix haute change quelque chose en vous. L'application The Freedom App est dans le commentaire épinglé. Thomas et moi l'avons construite pour vous. Ma famille essaie de la faire retirer, mais elle est encore là aujourd'hui. Venez nous rejoindre. Vous pouvez me parler à tout moment. Et souvenez-vous de ceci, votre paix ne dépend de la permission de personne. Vous n'avez pas besoin qu'ils soient d'accord pour que vous méritiez le respect. Vous avez juste besoin d'arrêter de vivre comme si vous ne le méritiez pas. J'ai passé 80 ans à apprendre cette leçon. Vous n'êtes pas obligé de passer par là. Prenez soin de vous, quoi que cela signifie pour vous.